Le courant pour une écologie humaine propose de prendre une pause et de se recentrer sur l'être humain. Pourquoi me direz-vous ? Parce qu'ici, on part du principe qu'en prenant soin de la personne, dans une dynamique vertueuse, elle pourra alors prendre soin de son environnement. Ce qu'on valorise dans ce podcast, les personnes qui créent des chemins de sortie de l'époque moderne. Une vraie source d'inspiration. Alors, abonnez-vous. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, présentation un petit peu différente. Aujourd'hui c'est Solveig Dopp, la déléguée générale du courant pour une écologie humaine, qui va se charger de présenter Isabelle Gastal. Solveig, c'est à toi. Vous avez commencé, Isabelle, votre carrière professionnelle en tant que kinésithérapeute auprès d'enfants en situation de handicap. Et puis vous êtes mariée, vous avez eu des enfants, vous avez été mère au foyer pendant quelques temps, puis à l'âge de 40 ans, vous avez repris des études pour devenir conseillère conjugale et familiale. Et depuis, vous ne cessez de vous former vous-même en communication non violente, en écoute, etc., pour aider au mieux les couples que vous accompagnez. L'amour est une quête permanente pour l'homme, qu'en pensez-vous ? Il y a vraiment un grand désir qui est commun à tout homme, toute femme sur la terre entière, c'est le désir d'aimer et d'être aimé. Voilà. Nous avons chacun de nous un immense besoin d'être aimé et d'aimer, de donner aussi notre amour et qu'il soit reçu. Bien que de nombreux couples se séparent, qu'ils soient mariés, qu'ils soient pacsés ou qu'ils vivent juste en concubinage, pour autant, quand on interroge les Français, j'entendais encore il y a 2 jours une émission à la radio qui disait, je crois que c'était ça, 85% des personnes interrogées disaient que l'amour était leur plus grand désir. Donc c'est très étonnant combien il y a ce désir immense en nous. Nous avons à l'écouter et en prendre soin. Pour autant, ça n'est pas facile, parce qu'il y a quand même beaucoup de séparation et de souffrance au sein des couples. Pourriez-vous définir ce qu'est l'amour pour vous ? Et par exemple, y a-t-il une réelle différence entre le sentiment amoureux et l'amour avec un grand A ? Le sentiment amoureux, c'est une émotion qu'on ne choisit pas, qui nous tombe dessus ou qui naît progressivement, mais en tout cas, c'est une émotion qui s'impose à nous et qui est exaltante, qui est merveilleuse, qui nous donne un élan extraordinaire pour construire, pour aller de l'avant. En revanche, si on ne fait rien, il va s'épuiser. Donc il y a une vraie différence entre être amoureux et construire un amour, choisir d'aimer. C'est vraiment une autre étape. Évidemment que la phase du sentiment amoureux, qui est exaltante, qui est merveilleuse, elle nous aide énormément à construire. En revanche, elle ne va pas suffire. Et je dirais qu'il y a une autre étape qui est vraiment, je choisis d'aimer. Quand je choisis d'aimer quelqu'un, moi qui suis une femme, je choisis d'aimer un homme, je renonce à tous les autres. Ça fait beaucoup. Pour un homme, je renonce à tous les autres. Et de la même manière dans l'autre sens. Donc vous voyez, quand je choisis, je renonce. Et quand je choisis, je prends aussi les moyens. Et j'aime bien cette image, moi ça me parle, de larguer les amarres. Quand je choisis d'aimer, eh ben oui, je coupe les amarres qui m'attachent au port. Et voilà, on prend la mer ensemble. Comment être sûr d'avoir trouvé la bonne personne ? Alors, comment être sûr qu'en face de soi, c'est la bonne personne ? Je pense que ce discernement, il prend un peu de temps, parce qu'en effet, l'élan amoureux du début, qui est quand même pratiquement toujours présent au début, il peut aussi nous aveugler sur certaines dimensions. J'imagine que pour pouvoir construire ensemble, il faut assez avoir de commun, en tout cas de désirs, de rêves communs. Il faut quand même qu'on ait des choses, qu'on puisse construire un nous, où chacun peut s'y retrouver, où on ait des valeurs communes et des grands désirs. En revanche, c'est important aussi d'accueillir la différence. Je pense qu'un des grands obstacles pour construire sa vie avec quelqu'un, c'est d'accepter que lui ou elle, enfin lui n'est pas le prince charmant que j'imaginais et elle n'est pas la princesse à laquelle j'avais rêvé. Non, non. Elle est une belle personne, mais avec ses limites et avec des défauts que j'aurais pas du tout aimé avoir en face de moi. Voilà, sortir de l'idéal du rêve pour s'ancrer dans la réalité. Il n'y a pas longtemps, j'entendais une conférence sur quelqu'un qui parlait du discernement. Alors, j'ai oublié pas mal de détails, mais il y avait quelque chose qui disait, mais au fur et à mesure, parler, s'écouter, cheminer ensemble,
et il y a comme un discernement qui s'impose, une évidence, voilà, une évidence qui s'impose. Donc je pense apprendre à se connaître, à faire des choses ensemble, à se côtoyer au sein de groupes d'amis ou d'activités qui ont du sens pour nous, peu à peu va se dégager, oui, c'est possible ou c'est pas possible. La sexualité est-elle le ciment du couple, comme on a l'habitude de l'entendre? Des romans, certains films, nombreux films sur l'amour nous font penser que dès la première rencontre, chouf, c'est extraordinaire, la communion conjugale, l'intimité au sein de, voilà, au niveau sexuel, intime. Et ça, voilà, c'est pas la réalité, en fait. Les couples ne vivent pas forcément les moments les plus heureux au niveau de leur intimité charnelle, sexuelle, en tout début de vie de couple. Il y a des saisons dans la vie du couple et il y a des saisons aussi au niveau de ce que l'on vit au niveau intime, charnel, sexuel. Et puis dans une même saison, eh ben, il y a des jours où c'était très chouette et d'autres c'était moins bien. Voilà. Et ce qui est une évidence, me semble-t-il, c'est que plus le couple est heureux, est en lien, est en vraie connexion émotionnelle, plus il a des chances que l'harmonie sexuelle soit là. Et aussi que ça ne soit pas un drame si elle est moins là un jour ou l'autre. Il y a quand même des couples qui ne trouvent pas une grande nécessité d'avoir une vie sexuelle rapprochée, enfin fréquente. L'important en fait, c'est que les deux soient heureux, voilà, que les deux s'y retrouvent, parce que sinon, là pour le coup, ça fait problème. Hein. Il peut y avoir aussi des facteurs qui posent problème. C'est les vécus qu'à l'un des deux, peut-être au niveau d'abus, au niveau voilà, de gestes qui ont été posés sur son corps, qui ont vraiment fait obstacle, qui l'ont blessé. Et là, il y a besoin d'aide. Et il y a besoin d'aide pour les deux, en fait, parce que c'est éprouvant pour les deux. Il peut y avoir aussi besoin d'aide lorsqu'il y a une addiction au porno, ce qui est quand même aujourd'hui très fréquent. Et là, c'est vraiment un problème de couple. C'est pas l'un qui a à s'en occuper tout seul. C'est vraiment, bien sûr qu'il y en a celui qui est en addiction a un chemin particulier à faire, mais avec tout le soutien de l'autre. Je vois quelquefois des couples où monsieur a envie de sexualité très fréquemment, et pour elle, il n'y a pas besoin d'autant que ça soit aussi rapproché. Et c'est important de se demander pour lui, est-ce que c'est une manière de faire grandir son amour ou est-ce que c'est une manière de gérer ses émotions aussi? Enfin, qu'est-ce que c'est que la sexualité qui demande? Est-ce que c'est tourné vers l'autre, vers l'amour, ou est-ce que c'est tourné vers lui? Il y a un petit discernement à faire là, et peut-être à trouver des moyens personnels aussi pour aller bien, qui soient autres que la relation sexuelle. Comment nourrir son amour au quotidien selon vous? J'aime bien cette image du feu de bois. Vous savez, le feu de la Saint-Jean. On voit un immense feu, c'est splendide. Mais on a beau avoir mis beaucoup, beaucoup de bûches, il finit par s'éteindre. Et notre amour, il est un peu à l'image de ce feu de bois, quoi. Il peut avoir été extraordinaire, très exaltant, avec beaucoup de connexions, avec beaucoup de points communs, de projets, de joie, peut-être être parents ensemble aussi. Et pour autant, ça peut s'épuiser. Ben, les moyens, c'est de remettre du bois dans le feu pour qu'il ne s'épuise pas. Il faut y remettre du combustible. Le combustible, c'est des choses toutes simples du quotidien. C'est de prendre soin de l'autre dans le quotidien, de nourrir le réservoir affectif de l'autre. Si je sais que pour mon conjoint, ben, les temps d'intimité physique, c'est très important, et ben, je vais être attentif à lui en donner. Si je sais que pour ma conjointe, les cadeaux, c'est vraiment précieux et ça raconte, et ben, je vais être attentif à l'aimer de la manière dont elle va se sentir aimée. Vous voyez, là, je parle des 5 langages d'amour de Gary Chapman, hein. Les cadeaux, les paroles valorisantes, l'intimité, la proximité physique, la tendresse physique, avec aussi la relation sexuelle. Il y a les services rendus, et puis le dernier, les temps de qualité. Donc, quoi que je fasse, l'important, c'est qu'on soit ensemble, que ce soit pour boire une tasse de café à la terrasse d'un café, que ce soit pour regarder une série qu'on aime bien tous les deux, que ce soit regarder le coucher du soleil ou manger un bout de chocolat ensemble. L'important, c'est qu'on soit ensemble ou discuter un petit coup. Voilà. Et donc, chacun de nous, on a besoin
de nous sentir aimés de l'autre. Et donc, à chacun d'être attentif à donner à l'autre voilà, ce dont il a besoin, au moins de temps en temps, même si ce n'est pas notre langage spontané. Donc, il y a cette piste-là. Il y a la piste de prendre du temps ensemble, du temps de détente. Et puis, il me semble qu'il y a une chose qui est importante aussi, c'est d'oser aller là où on est en désaccord. C'est hyper inconfortable d'être en désaccord. Et pour autant, on ne peut pas vivre avec quelqu'un et être toujours d'accord avec lui. Ce n'est pas possible. Voilà. Et là, il y a tout un art de se disputer, ou en tout cas, comment trouver un accordage dans nos désaccords. Cette expression, elle vient pas de moi, elle vient de Marc Dansel, un conseiller conjugal, un thérapeute de couple et psychologue, qui a vraiment des conférences intéressantes. Il parle de l'accordage, donc ça évoque lorsque les instrumentistes accordent leurs instruments avant de pouvoir jouer ensemble. Et je trouve ça très, très précieux de le regarder de cette manière-là. Déjà, il faut accepter que les deux sont d'accord pour en reparler. Ensuite, s'assurer qu'on est vraiment en connexion émotionnelle. Moi, j'aime bien cette image. Vous savez, on a un problème. Au lieu d'être face à face avec notre problème au milieu, on s'assied tous les deux sur un canapé et devant la petite table là devant, on met notre difficulté et on va parler ensemble. Le plus important, c'est qu'on est ensemble. Et ensemble, on va voir comment on fait avec ça. Voilà. Et puis après, c'est parler vraiment de la difficulté qu'on a. L'important souvent n'est pas dans ce qui nous divise, le sujet de désaccord, mais c'est important de voir, avoir un regard un peu méta, un peu au-dessus. Je vous donne un exemple. Il y a quelques temps, je vois un jeune couple. Lui est très maniaque au niveau du rangement de la maison. Il a investi énormément d'énergie pour rénover la maison, pour sa compagne et pour leurs 2 enfants. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu très simple et pour lui, apporter des belles conditions matérielles à sa famille, c'est super important. Et elle est assez cool par rapport à l'entretien de la maison. Elle voit pas le problème que le petit déjeuner soit encore sur la table quand tout le monde revient à midi. Elle, ça lui pose pas de problème, mais lui, beaucoup. Eh bien, c'était intéressant pour eux de voir qu'est-ce qui résonne en lui. En fait, qu'est-ce qui se dit à l'intérieur de lui? À quelle valeur ça fait référence quand il réagit comme ça? Lui, il a l'impression qu'elle l'aime pas quand elle nettoie pas le petit déjeuner, quoi. Alors elle est enfin, ses parents n'avaient pas non plus des gros moyens, mais l'important pour eux, c'était de passer des bons moments ensemble. Et les détails du quotidien n'étaient pas très importants. Il se suffisait de peu, mais ils étaient juste en harmonie, ils se baladaient ensemble. Voilà. Et donc, chez chacun, ce même sujet de nettoyer la cuisine, par exemple, il n'a pas du tout les mêmes résonances. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre de pouvoir rejoindre ma résonance à moi, et puis en faire part à l'autre, et écouter la résonance de l'autre. Et à ce moment-là, nos conflits ne deviennent plus non plus la même on n'a plus le même regard et puis on trouve des solutions. Et surtout, on est à l'écoute de soi-même, on est à l'écoute de l'autre. J'aurais envie de rajouter par rapport à ce que je viens de dire que c'est vraiment important quand on a vraiment des désaccords, mais c'est important d'en parler. Alors pas à temps et à contre-temps, d'accord, trouver le bon moment. En revanche, ne pas oser affronter nos sujets de désaccord, de conflit, en fait, c'est dangereux pour le couple. On voit des couples où l'un des deux a toujours été assez soumis l'autre n'a pas eu l'impression d'imposer sa volonté, mais bon, il y a des gens qui ont plus d'allant et d'autres qui sont plus à suivre. Donc, ça s'est fait comme ça. Et un jour, celui qui semblait suivre sans problème, eh ben, c'est trop. Il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase et c'est fini. Et on peut rêver des situations où ces personnes-là, elles ont pris. Elles ont leur part de responsabilité, hein, parce que souvent, elles n'ont pas essayé d'engager de dialogue ou pas osé. Enfin bon, chaque histoire est unique. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu un certain nombre de fois et c'est trop dommage. Donc, c'est une vraie responsabilité qu'on a chacun de nous d'oser affronter les désaccords avec les autres. Pas pour rester dans le désaccord et dans la dispute, mais pour s'écouter soi-même, écouter l'autre et trouver quel chemin on va trouver pour nous. Et il n'y a pas de solution toute faite. Des désaccords, il y en a qui viennent spontanément avec la façon de gérer l'argent, les relations avec les familles d'origine, l'éducation des enfants, la place du travail, enfin, les tâches ménagères. On peut trouver plein de... La sexualité.
Donc l'enjeu va être toujours de comment est-ce qu'on fait couple au sein de nos désaccords. Qu'en est-il des sites de rencontres? Qu'est-ce que ça vous évoque? La question des sites de rencontres, c'est vrai que je pense que là, la réponse, elle est très personnelle à chacun. Moi, je connais des personnes célibataires qui ont vraiment fait cette démarche, et pas forcément très âgées d'ailleurs, et pour qui ça a été vraiment l'occasion de rencontrer quelqu'un et de faire couple, de se marier. Il y en a d'autres pour qui c'est absolument pas, elles n'ont pas envie. Et je dois dire que là, respect, quoi. À chacun de sentir comment il veut faire. Moi, vraiment, je vois des couples qui se sont construits comme ça et pour qui ça ressemble avoir été très bon. En revanche, je vois aussi des personnes qui, au bout de quelques rencontres, sont épuisées de ce type de rencontres et ne s'y retrouvent pas. Donc, je n'aurais pas de réponse toute faite. Je pense que c'est vraiment à discerner. Et puis, c'est aussi, la vie est étonnante. Enfin, je pense à une personne qui a 62 ans, a rencontré, elle était célibataire, elle a rencontré quelqu'un célibataire et ils font couple depuis 3 ans et c'est juste splendide comme histoire. La belle histoire d'amour. Et en fait, ça arrive aussi. La vie réserve vraiment des surprises. Moi, je pense que enfin, j'aurais pas de réponse toute faite, ce qui est peut-être décevant. Oui. Question bien actuelle aussi, c'est la question de la pornographie. Alors, en tant que conseillère conjugale, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce propos? Regarder du porno entraîne quand même très facilement vers une addiction, quoi. Il y a quand même plusieurs personnes qui témoignent de ce que ça a fait dans leur vie. Et comme toute addiction, eh ben, on ne pense plus qu'à ça. Et c'est au détriment du reste dans notre vie. Et puis, les personnes qui ont une difficulté avec ça, souvent, enfin, ça altère énormément leur relation sexuelle avec leur partenaire. Parce qu'en fait, il faut beaucoup d'excitation pour avoir du désir. La pornographie transforme complètement notre façon de vivre la sexualité. Et donc, ça pose un énorme problème, en fait. J'ai rencontré plusieurs fois des personnes qui étaient dans cette difficulté et qui n'avaient pratiquement plus de vie sexuelle avec leur compagne, en fait. Hein. Pas parce qu'ils n'avaient pas envie, mais parce qu'en fait, ils étaient vraiment blessés dans leur sexualité. Comme toute addiction, il y a quelque chose de particulier à traiter au sujet de la pornographie. Et moi, ça n'est pas ma spécialité, mais il y a vraiment des personnes qui proposent des parcours. Je pense à Tanguy Laforgue, je pense à Thérèse Argot, et il y en a sans doute d'autres. Hein. Oui, ce qui est important de voir, c'est comme toute addiction, en fait, chacun de nous, quand on tombe, quand on est pris dans une addiction, notre difficulté, on vit des émotions qui nous sont désagréables et on met une sensation pour échapper à cette émotion, comme mettre un sparadrap. Mais en fait, d'une part, on ne s'écoute pas de l'émotion, donc on ne rejoint pas nos besoins. Et en fait, en plus, les sensations qu'on met, que ce soit le porno, que ça soit de la drogue, que ce soit des jeux vidéo sans s'arrêter, que ce soit des troubles alimentaires, ces sensations qu'on met, on en devient addict et elles deviennent un problème en plus, en fait. Donc, on n'a pas géré nos émotions et après, on s'est rajouté un problème. Du coup, c'est important, même pour cette addiction au porno, de bien voir que ce qui est premier, c'est que la personne apprenne à vivre avec ses émotions, à rejoindre ce besoin, à habiter qui elle est, quoi. Comment vivre et peut-être même bien vivre les petites frustrations du quotidien qu'on peut éprouver quand on est en couple avec quelqu'un? Qu'est-ce que je choisis de déposer quand j'accumule des frustrations dans ma vie de couple? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et là, il y a un petit ménage pour chacun de nous à faire. Est-ce que je vais m'agacer tous les jours parce que, vous savez, ils sortent du tube de dentifrice ou de la manière de... Voilà, moi j'ai une amie, quand elle est dans une pièce, elle laisse tous les placards ouverts. C'est sa manière de faire. Mais bon, elle fera, si on lui fait la réflexion, elle fera attention une fois ou deux, mais en fait, après, non, parce que c'est spontané chez elle. En fait, chacun de nous, on a des manies comme ça qui peuvent être un peu agaçantes pour les autres. Mais on ne peut pas se reprendre. Il y a des choses sur lesquelles on arrive à changer, mais il y a quand même des plis qu'on a sur lesquels c'est un peu compliqué de changer. Donc, à nous, en couple, voilà, de discerner ben, sur quoi je me bats. Est-ce que je me bats parce que
parce que mon compagnon, il laisse ses mégots de cigarettes dans le cendrier, voilà, et que moi, ça m'agace. Et est-ce que je lui fais la remarque 3 fois par semaine, ou est-ce que je choisis que ben, moi, si ça me dérange, ben, je vais le jeter dans la poubelle et nettoyer le cendrier. Vous voyez, quels sont les sujets importants que je vais apporter et là, je vais demander à l'autre, ben, écoute, j'aimerais bien qu'on parle de ça, et quels sont les sujets où, ok, je choisis de... C'est tout, quoi. L'épreuve en couple. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Affronter une épreuve en couple, c'est un beau sujet. Ce qui est évident, c'est que dans une épreuve, les deux personnes du couple ne vont pas la vivre de la même manière. Que ça soit le chômage de l'un, ou que ça soit le décès d'un enfant, que ça soit la maladie de l'an. Enfin voilà, on n'est jamais à la même place, on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas la... Donc c'est important de bien avoir conscience que la manière différente dont l'un et l'autre va vivre l'épreuve peut être une épreuve supplémentaire. Donc, à chacun de vraiment trouver aussi les ressources dont il a besoin à côté de son couple. En fait, l'autre ne pourra pas toujours apporter l'écoute dont on a besoin parce que lui ou elle n'est pas du tout dans cette étape-là et est déjà tellement envahi par l'épreuve que peut-être qu'il ne pourra pas. Donc, comment en même temps le vivre ensemble et en même temps accepter qu'on n'est pas, on a un chemin quand même différent à faire. Et ça, je trouve que ça demande beaucoup de délicatesse. Et pourquoi j'ai voulu être conseillère conjugale, c'est que dans ma vie et dans notre vie de couple, nous, on a eu besoin d'aide. Et que la vie n'est pas facile et qu'il y a des moments où chacun de nous, on peut avoir besoin d'un accompagnement. Alors, à chacun de nous, de trouver ce qui est pertinent pour nous. Mais il y a vraiment des moments de la vie où tout seul, on a beaucoup de mal à s'en sortir. Et quelquefois, ça va être une rencontre, une fois, ça va suffire. D'autres fois, ça sera plus long. Mais surtout, ouais, prenons soin de nous. Parce que la vie n'est pas facile. Elle est très belle, mais elle n'est pas facile. Comment faire pour choisir d'aimer encore malgré les séparations, les frustrations, etc. Comment faire pour choisir d'aimer encore alors qu'il y a des vrais manques, des frustrations, des agacements qui perdurent? Il me semble qu'il y a des moments où prendre du temps aussi tout seul pour prendre soin de soi ou pour faire quelque chose qui a du goût pour nous. Ou peut-être justement le ou la conjointe, le compagnon ne s'inscrit pas. Et des fois, on a des actifs. Voilà, on a beau s'aimer, il y a plein de goûts qu'on n'a pas en commun. Donc, oser faire des choses aussi un peu de son côté pour, voilà, pour aller bien. Ça peut être une piste. Et pas dans l'idée de se séparer, mais dans l'idée que un couple, c'est deux personnes qui sont, même si on fait couple, vous voyez, c'est deux cercles qui se rencontrent, nous, il est là, mais il y a bien deux individualités différentes. Et l'autre piste, me semble-t-il aussi, c'est de pouvoir arriver à renouveler son regard, c'est-à-dire que clairement, je peux aussi des fois me focaliser sur des choses, sur des manques, des agacements ou des choses qui me manquent vraiment dans mon couple. Et chacun de nous, on peut en effet avoir des manques dans son couple. Un couple n'est jamais complètement comblant parce que parce que c'est la vie, on est comme ça, on est des personnes limitées et imparfaites. Et donc, je peux choisir à certains moments, vous savez, de changer où est-ce que je mets le projecteur, quoi. Si je passe mon temps à regarder ce qui me manque, eh ben, je vais m'épuiser. Si j'essaie de voir ben, ce qui me nourrit au sein de mon couple, eh ben, peut-être je vais retrouver plus de joie, plus de légèreté. Quand on est dans une mécanique qui semble perverse au sein du couple, comment faire? Comment faire pour s'en sortir? Et moi, j'ai accompagné un certain nombre de fois des personnes qui se posaient la question, mais jusqu'où je suis prêt à aller dans cette relation, à quel point j'y tiens assez pour pouvoir supporter d'être traité comme ça. Si vraiment on est dans la perversité, voilà, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de changement possible, hein. Voilà. Alors, je n'aime pas les choses enfermées, je n'aime pas, il faut vraiment beaucoup de prudence, hein. Je n'aime pas quand on plaque trop comment dire, des étiquettes sur les personnes, mais c'est vrai qu'il y a une grande prudence. On peut essayer un accompagnement en couple. C'est quelque chose, en général, quand il y a ce type de relation, les deux ne travaillent pas longtemps ensemble. Et si vraiment quelqu'un est ancré, un des deux est ancré dans quelque chose de pervers, ça sera difficile de se remettre en question.
Moi, c'est vrai que je conseillerais plutôt un accompagnement en solo pour celui qui se pose les questions jusqu'où et est-ce que c'est pervers? Est-ce que j'ai quelque chose à changer? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que la relation peut évoluer? Chacun de nous, il y a des moments où on est un petit peu manipulateur, on fait un peu de chantage. Il y a chacun de nous, à certains moments, on se positionne un peu en victime. Là aussi, je trouve que il y a quand même des outils de développement personnel qui sont intéressants par rapport à ça. L'analyse transactionnelle, là, vous savez, avec le triangle dramatique, là, le persécuteur, sauveteur, victime. Par exemple, les personnes qui travaillent dans l'éducation, dans le soin, dans l'accompagnement, très facilement, on peut avoir une tendance à être un peu sauveteur. Donc, pour nous, il faudra qu'on fasse attention à, oui, est-ce que l'autre m'a demandé quelque chose? C'est moi qui propose comme ça tout de suite. On va vérifier notre positionnement. Quelquefois, il y a des relations qui sont malaisantes juste parce que je suis pas bien positionnée. Et en effet, c'est pas du tout que je sois pervers, mais c'est que quand on est pris là-dedans, en fait, on joue dans ces postures, donc sauveteur, persécuteur ou victime, avec les personnes qu'on aime, avec qui on a un lien affectif fort, et on préfère être en lien, pas de manière ajustée, que de pas être en lien. Mais du coup, là, l'important, c'est juste de retrouver une qualité de lien et de sortir du triangle. Et ça demande juste de la conscience et du choix. Donc, en effet, ça, c'est tout à fait faisable. Il suffit de prendre un peu de recul sur soi-même. Merci beaucoup Isabelle Gastal. Merci d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour un nouveau podcast inspirant. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuelle, c'est sur www.écologiehumaine.eu. À bientôt.